Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique dans toute sa diversité. À chaque épisode, sa rencontre et avec elle, une nouvelle réflexion sur la photographie, ses esthétiques, ses sémantiques et la façon dont elle impacte notre rapport au réel et modèle nos sociétés. Pour clore ce mois spécial consacré à Approche, Perspective reçoit Edouard Offenbach et Bastien Pourtout, un duo d'artistes collaborant depuis 2018 autour d'une pratique photographique faite de protocoles et de jeux. Ils élaborent leur propre langage visuel en agençant, associant, découpant, collant leurs photographies pour faire circuler les messages de l'un pour l'autre et défier l'immuabilité de l'image fixe. Au-delà d'une création commune, c'est donc une exploration de l'espace même de la création qui nous donnent à voir à travers leurs œuvres. Ensemble, nous discutons de leur approche de la photographie à travers le projet Le Bleu du Ciel, un projet qu'Edouard a réalisé en collaboration avec le compositeur de musique Régis Campo et qui leur a valu le prix Swiss Life à 4 mains cette année. Variation onirique sur le motif du vol de l'hirondelle, Le Bleu du Ciel est une expérimentation au croisement des usages artistiques et scientifiques, des médiums photographiques et musicaux. Pour en parler, nous accueillons également Nathalie Martin, déléguée générale de la Fondation Swiss Life. Bonjour à vous trois, j'aimerais commencer cet entretien en vous demandant, Edouard et Bastien, de nous résumer votre parcours, en commençant par toi, Edouard. J'ai commencé mon parcours par une licence en cinéma à Paris 1, où je voulais devenir réalisateur, et que j'ai poursuivi ensuite par un master en art et médias numériques sous la direction de Françoise Parfait, donc qui était très orienté autour de l'art vidéo. Et la bascule s'est opérée justement de l'art vidéo au collage, et puis à la photographie. J'ai rencontré Bastien à l'une de mes expositions qui s'appelait Cinéma Histoire Domestique, où justement j'avais eu un passage assez bref mais plutôt intéressant sur France Culture dans la matinale, et Bastien l'avait entendu et donc il était venu voir l'exposition. Merci beaucoup. Bastien, est-ce que tu peux également nous présenter ton parcours ? Alors, mon parcours, moi j'ai repris des études il y a à peu près 3 ans, un master de photographie et d'art contemporain à Paris 8 Saint-Denis. Et c'est lors de ces études justement que j'ai rencontré Edouard et qu'on a pu ensuite commencer cette pratique et ce travail commun. Est-ce que vous pouvez nous raconter plus en détail comment s'est officialisée votre collaboration ? J'ai cru comprendre que le confinement vous avait offert un terrain propice à la réflexion, à l'expérimentation et finalement à la formalisation de votre duo. En fait, il se trouve qu'après cette rencontre lors de ce vernissage, Bastien et moi, on s'est liés d'amitié, on s'est vus vraiment très souvent, et je travaillais à ce moment-là sur la collection de photos vernaculaires de Sébastien Lifshitz. Et Bastien venait vraiment plusieurs fois par semaine, il voyait l'avancée des travaux, il parlait de mes questionnements. Il était sur le coup très proche de ce travail, et ça a été un moment de bascule important dans ma carrière. C'était ma première exposition avec la Galerie Binôme, qui a ensuite été présentée à Paris Photo, en solo flow à Curiosa et aussi en secteur général. J'ai vraiment commencé, on va dire, à gagner correctement ma vie en tant qu'artiste et à trouver une vraie autonomie financière. Et à ce moment-là, j'ai proposé à Bastien comme on va dire, de formaliser les échanges qu'on avait déjà en lui proposant de m'assister et de travailler avec moi dans les projets que je menais. Donc pendant quasiment 2 ans, en fait, Bastien a accompagné la fin de Spéculaire. Ensuite, j'ai présenté au début de cette année une exposition qui s'appelait La Méthode, où là, Bastien a été extrêmement partie prenante. Si l'idée venait de moi, pour le coup, la production s'est vraiment quasiment faite à 4 mains, à 2 déjà. Et ensuite, il y a eu, j'ai gagné encore en mon nom, donc le prix Swiss Life à 4 mains avec Régis Campo. Mais là, Bastien et moi avions écrit tout le projet ensemble et on est partis ensemble à la Villa Médicis. Et il se trouve que comme si on n'avait pas été confinés, les choses auraient été différentes, mais étant confinés, on va dire que la vie s'est quasiment résumée au travail. En tout cas, on a vraiment travaillé tout le temps, puisqu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Et le rôle qu'avait Bastien dans le duo qu'on était a été extrêmement émancipé. Il s'est senti très libre de faire des choses qu'il n'aurait peut-être pas fait avant, je pense. Et là, il a eu il a imposé sa marque et un virage significatif dans les œuvres qui ont été produites. Et à ce moment-là, c'était devenu presque naturel, en fait, de les signer à deux, puisque on les avait vraiment fait à deux, et il y avait des influences communes de nous deux. Finalement, qu'est-ce qui vous anime dans la photographie ou dans la fixité de l'image ? Qu'est-ce que la photographie vous permet que ne vous permettent pas d'autres disciplines artistiques, comme la vidéo par exemple ?
Ce qui est intéressant justement dans la fixité de l'image photographique, je crois, c'est que ça laisse la liberté ensuite au regardeur d'animer lui-même l'image en fait. Et dans une image en mouvement, il y a déjà le mouvement qui est inscrit dans un film, dans une vidéo, etc. Dans une image fixe, dans la photographie, je crois qu'il y a de toute manière une animation qui est faite par l'œil du spectateur. Et si le travail photographique est entre guillemets bien fait, si je peux dire, il y a une liberté qui est laissée à ce regard du spectateur. Et dans l'animation de cette image fixe par le regard du spectateur, il y a des choses qui peuvent se passer. Il y a une liberté, il y a une activation en fait. Et je crois qu'elle est permise justement par la fixité de l'image. En 2020, vous avez donné naissance au projet Le Bleu du Ciel, qui retrace donc l'histoire du voyage de l'hirondelle entre l'Afrique et l'Europe. Édouard, qui a été assisté par Bastien dans cette invention, s'est associé au compositeur de musique contemporaine Régis Campo pour donner naissance à une œuvre mêlant la photographie à la musique. Pourriez-vous revenir sur la genèse de ce projet ? Donc le projet, au départ, est lié, en fait, vraiment, on va dire que la place de la musique contemporaine est vraiment inscrite à la base même de ce projet, parce que il y aurait deux, on va dire qu'il y aurait deux origines. Il y a un peu des souvenirs d'enfance. J'ai grandi dans l'est de la France où l'hirondelle est assez présente, mais comme partout en France, mais c'est le symbole de beaucoup de villes. Et j'ai vraiment l'image, en tout cas, des hirondelles alignées sur les fils électriques à la rentrée de septembre, qui, en fait, souvent préparent le voyage. Et donc, un matin, il y a des hirondelles partout sur les fils, elles font comme une sorte de faux départ et elles recommencent le lendemain. Et ça dure comme ça plusieurs jours, et un jour, elles partent définitivement et on ne les revoit pas jusqu'au printemps qui suit. L'autre vertu, c'était que l'hirondelle a un vol extrêmement atypique. Si on observe, alors je ne suis pas ornithologue, mais on a passé beaucoup de temps à regarder les oiseaux voler, à les comparer. Le vol de l'hirondelle a un vol qui semble très très technique, très arythmique. Quand on voit un canard voler à côté, ça semble être extrêmement lourd et très peu gracieux. Du coup, dans l'hirondelle, il y a quelque chose de l'ordre de l'avion de chasse. C'est des acrobaties aériennes, ça joue avec le vent, ça prend des virages extrêmement courts, très 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 vite. C'est un vol très insaisissable et qui a une vraie qualité musicale, justement, parce que très imprévisible, très en dehors du rythme, très dissonant, presque anxiogène. Et donc c'est extrêmement lié, c'est quasiment déjà une forme de musique visuelle. Et quand on a lu, en fait, avec Bastien un matin, l'appel à candidature du prix Swiss Life à Katma, on a vraiment vu une opportunité. On n'avait pas imaginé au départ ce travail lié à de la musique, mais en lisant l'appel à candidature, c'est devenu comme une sorte d'évidence de se dire qu'il fallait travailler avec un musicien et qu'il y avait une connexion à faire entre la grâce et le rythme du vol de ces oiseaux et les images qu'on souhaitait produire et le travail que pourrait faire un compositeur contemporain qui pourrait aussi être justement de la musique contemporaine, disons plus libérée de la mélodie, beaucoup plus audacieuse dans le choix de ses instruments, dans ses possibilités de composition. Et il y avait effectivement Régis Campo et un musicien que j'écoutais depuis de nombreuses années. J'avais énormément aimé cet album qui s'appelle Ombra Felice. Il avait publié sous le label Signature avec France Musique, et dans lequel il y a notamment ce morceau Les Heures Maléfiques, qui est une pièce vraiment merveilleuse. Et donc on a contacté Régis et qui a répondu tout de suite à l'appel. On a passé un après-midi ensemble tous les trois à évoquer des passions communes, justement beaucoup pour le cinéma et pour la musique du cinéma, pour des films, pour le répertoire contemporain en général. Je pense que c'était très peu de temps après le festival de l'IRCAM, pendant le mois de juin. Et donc on avait vu beaucoup de musique, de concerts de musique contemporaine, donc on était extrêmement frais à pouvoir partager ça. Et les choses se sont faites très simplement et on a fait le dossier ensuite ensemble et on a eu la chance et l'honneur d'être le projet retenu par la Fondation Swiss Life et donc nous avons pu développer grâce à eux. Le 28 janvier dernier, Édouard, tu as été désigné lauréat du prix Swiss Life à 4 mains, le prix artistique de la Fondation Swiss Life, qui récompense tous les 2 ans un binôme photographe-musicien. Pour nous parler de ce prix original qui décloisonne les disciplines, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Martin. Nathalie, pouvez-vous nous raconter l'histoire de ce prix qui existe, me semble-t-il, depuis 2014 ?
Oui, tout à fait. Le prix a été créé à l'époque par la directrice de la fondation, Anne-Marie Lasserie, qui souhaitait associer ces deux arts, photo et musique, qui finalement travaillaient rarement ensemble. Donc il y a eu trois éditions. Qui étaient à peu près le prix retombait tous les 2 ans. Quand j'ai repris la fondation en 2018, je trouvais que c'était un très beau prix, mais j'ai souhaité le faire évoluer pour l'ouvrir à plus de candidats. Effectivement, avant, c'était un système de parrainage où je ne pouvais avoir que 9 binômes, et j'avais entendu beaucoup d'artistes me dire on aimerait beaucoup postuler, mais c'est trop restrictif. Donc on s'est donné comme challenge d'ouvrir ce prix. Donc on a fait un appel à projet où les binômes photographes et musiciens devaient postuler ensemble avec un projet de création commune originale. C'est bien évident qu'on ne nous montre jamais des choses qui sont déjà créées. C'est pas le but. Le but, c'est de créer de façon originale. Pour cela, on s'est entouré donc de conseillers artistiques en la personne pour la photo d'Emilia Genoardi et Elsa Janssen, et pour la musique d'Olivier Boulet des Pianissimes. Parce que au total, on a eu plus de 130 binômes de tout âge, de toute maturité professionnelle, on va dire. On a eu des jeunes artistes et des artistes déjà très compétents dans leur art. Du coup, ce premier choix fait par les conseillers artistiques et l'équipe de la fondation, on a shortlisté 9 binômes. Donc, vous voyez, sur 130, l'entonnoir qu'il y a dû avoir. On avait souhaité avoir un jury de grands noms du monde de la photo et de la musique, ainsi que des personnes un petit peu qui représentent la société, parce que qui représentent un peu le grand public. Qu'est-ce que j'ai choisi aussi? Le faire vivre sur 2 ans, parce qu'il me semblait important que qu'il puisse y avoir des expositions un petit peu partout en France, et pas que à Paris. Ça, c'était vraiment, c'est mon souhait dans ma façon de diriger la fondation, c'est donner à voir et à entendre l'art partout et sous toutes ses formes. Donc le fait, on a tout de suite, et dès la candidature, les candidats savaient où ils allaient pouvoir exposer, ce qui est important, je pense, pour eux, parce qu'ils pouvaient se projeter dans la création artistique. Donc on a, bon, voilà, pour citer, on a le musée de la piscine à Roubaix, on a des galeries, la galerie de Thierry Biguignon à Paris, ainsi qu'une galerie à Bordeaux, Arrêt-sur-l'Image. On a donc des salons photographiques que sont le salon Approche. Nous serons Rencontre d'Arles également. Donc voilà, tout ce programme de monstration a été un petit peu construit pour qu'il dure sur 2 années. On a fait également, mais ça c'est habituel, on fait toujours un ouvrage qui accompagne ce prix. C'est très important pour les artistes de laisser une trace écrite ou sonore. Donc les 3 premières éditions étaient en partenariat avec Actes Sud. Pareil, dans mon côté, je remets un petit peu tout à plat. J'ai fait un appel à candidature auprès de plusieurs éditeurs, et nous avons travaillé avec Filigrane. Le but, c'était que vraiment on crée, les artistes créent un livre, un ouvrage qui ressemble à l'œuvre, et on n'avait pas du tout envie de rentrer dans un format préconçu. Voilà, voilà, donc c'est un petit peu ce côté de liberté qui était important. Bon, après, de la chance et pas de chance. C'est vrai que le confinement, comme dit Édouard, ça a permis à tout le monde de bien travailler. Donc, on était hyper à l'heure, hyper au point dans les livrables, aussi bien photographique que musique, édition. C'était nickel.
Après, beaucoup plus compliqué, je dirais, pour les expositions, malheureusement. On devait être là en ce moment, on devait être en train de vous montrer à tous, de révéler l'œuvre aujourd'hui au salon Approche. Puis on aurait dû aller chez Thierry Bigagnon en décembre. Mais alors, toute cette équipe-là avec qui on a travaillé, les artistes, les conseillers artistiques, l'éditeur, je crois qu'on ne s'est jamais laissé abattre par tout ce qui est arrivé. Donc finalement, normalement, je croise les doigts, mais je suis une grande optimiste et je suis sûre que ça va marcher. Vous verrez tout l'année prochaine. Voilà, donc en 2021, venez, sortez, allez à Paris, à Bordeaux, à Roubaix. Le bleu du ciel sera montré et Édouard va sûrement revenir dessus et ça sera jamais 2 fois la même exposition, ce qui est quand même très rare parce que souvent c'est les mêmes photos qu'on revoit partout. Et là, Édouard et Bastien ont fait un super boulot pour que chaque exposition soit vraiment unique. En quelques mots, Nathalie, pouvez-vous nous dire ce qui a séduit le jury dans l'œuvre d'Édouard et Régis? Alors d'abord, je tenais à dire que l'équipe de la fondation et les conseillers artistiques n'ont pas voté, hein. C'était vraiment, le jury était très libre de son choix. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ils ont déjà fait, je pense, l'unanimité. Pourquoi? Parce que, cette cohabitation entre la musique et les images était vraiment très harmonieuse. Et puis, voilà, il y avait des hirondelles et des octaves, en liberté, voilà, durant toute la présentation des 2 artistes et il y avait du rythme, il y avait de l'émotion. On arrive à se projeter. C'est vrai que je sais pas, une vraie maturité, dans le travail aussi proposé, tant en musique qu'en photo et honnêtement, quand on a fait le calcul des voix des uns et des autres, il y avait enfin pas photo, c'est vraiment un très mauvais jeu de mots, mais en tout cas, il y a eu une grande unanimité sur ce projet, qui a emballé tant, les jurys musiciens que les jurys photographes ou, société civile. Donc, c'était formidable, et puis on le regrette pas. Alors, photographie et musique ne sont pas des arts que nous avons l'habitude de voir communiquer. Quels effets l'introduction de la musique porte-t-elle sur l'observateur d'une photographie? Alors disons qu'il y a plusieurs biais pour répondre à cette question. Par exemple, dans le cadre de ce prix, on s'était donné déjà le confinement est allé dans ce sens-là, mais on avait une sorte de relation un peu épistolaire, c'est-à-dire que on a au départ, avant de créer les œuvres, avec Bastien, on a donc dû prendre des photos d'hirondelles en quantité. Ça a pris, ça prend, et on continue d'ailleurs encore un peu, ça prend beaucoup de temps. Ça se chiffre en dizaines de milliers d'images. Et dans ces moments-là, on a aussi pris comme des sortes de notations du vol des hirondelles, des schémas qui essayent de comprendre les trajectoires, les parcours, les sortes d'invariants, à un moment donné, selon le placement des nids, selon l'endroit où on s'est positionné. Il y a elles ont une façon d'arriver et de repartir qui, à la fin, finit par devenir un peu compréhensible ou attendue. Et donc, on a fait tout un travail préparatoire, et ça, on l'a communiqué à Régis. À l'inverse, pendant qu'on faisait ça, parfois, on écoutait aussi la musique de Régis. Donc, on était assez imprégné de sa musique. Et ensuite, nous, on a créé les œuvres, qu'on a ensuite envoyé à Régis, et lui a composé la musique à partir de ça. Si je peux ajouter quelque chose aussi, lors de la première rencontre avec Régis, en fait, c'était assez étonnant de voir qu'on a beaucoup parlé de cinéma. Il y a vraiment entre Régis et Édouard des goûts communs et qui en fait qui sont assez importants. Et je crois que c'est un peu comme dans le cinéma. Finalement, la bande son d'un film n'est pas là uniquement pour accompagner les images. Elle est là aussi pour créer un décalage, pour créer justement parfois même un conflit entre ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on entend. Et c'est ça qui, je trouve, qui est intéressant, qui vient justement activer l'image, et l'image ensuite réactive la musique en miroir, en fait. Et Régis intervient vraiment à la fin, je dirais, une fois que toi et Bastien, vous avez tout créé. C'est vrai que il s'est inspiré de vos créations, et pas l'inverse, on va dire. En tout cas, l'image a effectivement été prédominante sur la musique, en tout cas en termes d'apparition.
Par contre, ce qui est assez important, c'est qu'on a surtout imaginé quelque chose qui ne serait pas redondant. C'est-à-dire que le travail de musique de régie, ce n'est pas une transcription musicale de notre travail en composition photographique et réciproquement. Et l'idée, c'est que les images qu'on a fabriquées, qui sont donc des grandes matrices avec comme des collages de photos, font musique quand on les regarde, comme l'a dit Bastien. En fait, on peut construire une musique intérieure en les regardant, et à l'inverse, la musique de régie fait l'image intérieurement. Donc, on peut très bien apprécier les images sans la musique, on peut apprécier la musique sans les images, et ensuite on peut imaginer une rencontre entre les deux, mais qui n'est d'ailleurs même pas obligé de se faire au même moment ou de façon synchrone. C'est comme un peu les deux faces d'une même pièce ou les deux pans d'une montagne. C'est des expériences qui sont très complémentaires et qui sont très joueuses l'une avec l'autre. Comme tu nous l'expliques, musique et photographie, dans le cas du Bleu du ciel, ne s'illustrent jamais entre elles. Elles se pourchassent, elles nous procurent un sentiment de mouvement, de vitesse. Comment construit-on des images lorsque l'on sait qu'elles seront accompagnées de musique ? Justement, je pense que la question ne s'est jamais posée dans ce cas, de cette façon-là, en fait. Effectivement, peut-être que j'aurais fait ce projet si je n'avais pas gagné le prix Swiss Life et différemment, mais parce que j'ai gagné le prix Swiss Life, il a pris cette forme. Donc d'une certaine façon, c'est ça qu'il a. Enfin, je n'ai pas opéré de choix, c'est ce qui s'est passé. Et donc le projet a pris la forme qu'il a aujourd'hui grâce à ça. Au contraire, je trouve que la question c'était plutôt de se demander toujours ce que l'autre allait faire, et pas moi de me demander comment je devais faire parce que l'autre faisait, mais plutôt il y avait une vraie curiosité pour la musique de régie, d'attendre comment est-ce qu'il allait jouer à partir des images de la musique. Et ensuite il y a eu des retours, par exemple on est encore en train, on a travaillé sur des sortes de rencontres vidéo où les créations de rythme qu'on a fait sont synchrones et désynchrones avec la musique. Et puis ça peut être, on a aussi fait l'expérience de regarder les images avec la musique pour voir d'un coup comment elle éclairait différemment le travail. Mais souvent c'est une rencontre qui est toujours en train de se faire, rien n'est figé dans ce sens-là en fait. Je le disais en introduction, votre travail se développe aussi autour de l'élaboration d'un langage visuel commun où vous communiquez entre vous à travers vos images. Vous menez également une réflexion sur le principe de créer à deux. Qu'est-ce que cela change pour vous de dire « nous » à la place de « je » lorsque vous livrez un travail artistique au regard des spectateurs ? Moi, je vais laisser Edouard répondre à cette question parce que comme je lui dis souvent, en fait, moi, je pense que je n'aurais pas pu dire uniquement « je » dans le travail artistique. J'ai vraiment besoin d'être avec quelqu'un pour proposer quelque chose. Et c'est vraiment dans l'échange et dans la réponse, dans les réponses qu'on s'envoie en permanence que quelque chose se passe et que je peux même assumer de présenter une image au monde, entre guillemets. Donc je lui dis souvent que s'il n'avait pas été là, de toute manière, je ne serais pas artiste ou photographe. Voilà. Donc peut-être que lui peut vraiment peut-être dire la différence qu'il y a entre assumer un je et un nous. Disons que pour répondre à cette question, il y a un point qui est important. Depuis qu'on a pris la décision de construire et de devenir ce duo artistique, on nous pose souvent la question, mais vous faites quoi? Dans le sens de comment sont répartis les rôles entre vous. Est-ce que l'un de vous est plus spécialiste pour faire ci et l'autre pour faire ça? Ce qui est un peu à la racine de ce travail, c'est que justement, les deux rôles sont tout à fait interchangeables. Et ils n'arrêtent pas de s'échanger en fonction des projets, en fonction des choses. Je n'ai pas plus de compétences que Bastien et il en a pas plus que moi. Quand l'un de nous deux fait quelque chose, souvent le premier réflexe qu'il a, c'est de l'apprendre à l'autre quand il le découvre. Et donc c'est toujours un jeu de dialogue où parfois l'un devance l'autre, puis l'autre devance l'un. Mais il y a d'une certaine façon, quand on travaille sur un projet, si l'un de nous deux, par exemple, devait arrêter pour une raison X ou Y, normalement, il a donné absolument toutes les clés à l'autre pour qu'il puisse le faire en entier. Donc, on n'a pas de rôle réparti, en tout cas. Et on ne sait pas, de prime abord, qui va faire quoi. Et c'est pour ça que ça prend une forme de jeu. Parce qu'à chaque fois, puisqu'on fait tous les deux la même chose, il y a aussi une façon de surprendre l'autre pour essayer d'aller faire quelque chose en différent dans ce territoire, on va dire, qu'on s'est constitué à deux. Il y a une façon d'aller déplacer le propos. Un matin d'appeler, tiens, regarde, j'ai essayé ça. Ah oui. Et d'un coup, l'autre s'en empare et déploie ça très très loin. Et donc, c'est une discussion qui ne s'arrête pas, où les gestes de chacun sont toujours le prolongement des gestes de l'autre. Voilà. Et ce que ça change,
déjà il y a quelque chose qui est extrêmement agréable parce que ça irait par rapport à ce qu'a dit Bastien. Effectivement, j'ai commencé par signer les créations avec un jeu et mon travail est très agréable. Je suis très heureux d'être artiste. C'est une profession que je trouve relativement noble, respectable et c'est un vrai travail et que j'apprécie vraiment. En fait, en tout cas, je suis très heureux de le pratiquer dans ma vie. À deux, je trouve que c'est encore plus agréable. C'est plus agréable parce que c'est un travail qui est vraiment lié surtout au fait de prendre des décisions. Il y a un vrai, en tout cas, j'aborde le travail artistique comme quelque chose de très entrepreneurial. Toute la journée, ça pourrait se résumer à faire des choix. Et en fait, les faire à deux, c'est plus simple. Si on se trompe, on assume à deux, mais on a moins de chances de se tromper. Il y a comme un deuxième filtre, on peut en discuter et réfléchir. Et c'est de pouvoir confronter un deuxième point de vue, de pouvoir discuter ensemble, d'être déplacé dans ce qu'on pensait faire par quelqu'un. Je trouve qu'on se sent plus sûr de ses choix, on se sent aussi beaucoup plus audacieux parce que d'une certaine façon, justement, on n'est pas seul à être embarqué dans un projet, donc il y a un ego, mais de façon très positive en fait. On a aussi envie de plaire à l'autre, de le surprendre. C'est extrêmement stimulant en fait. C'est très énergisant parce que tout le temps on est challengé mais de façon positive et on est tiré vers le mieux de ce qu'on peut faire et vers le mieux de ce qu'on peut donner aussi. Pour terminer, j'aimerais vous demander s'il y a des projets sur lesquels vous travaillez actuellement et dont vous pourriez nous parler. Alors on peut vous parler peut-être pendant justement le confinement qui a été si déterminant pour nous. En fait, on était aussi donc confinés donc à la Villa Médicis et on a passé beaucoup de temps dans les magnifiques jardins Renaissance de la villa et on a commencé un travail justement, ça a été un peu le début de notre travail en duo, un travail de relevé de ces jardins, de relevé photographique un peu systématique de toutes les perspectives, les allées, également les statues qui ont été mises en place par Balthus dans les années 50. Et on essaye aujourd'hui de donner forme un peu à toutes ces images, puisqu'en fait notre travail de photographe, il est souvent au-delà de des prises de vue, il se situe surtout après dans comment trouver une forme d'objet, comment mettre en scène, comment mettre en place ces images dans l'espace ou également d'une manière matérielle. Voilà. Et donc c'est en ce moment on travaille beaucoup là-dessus. Et puis il y a aussi un deuxième projet que je vais laisser Édouard dire un petit peu. C'est un projet qu'on a intitulé Capture d'écran et ce sont des discussions visuelles que l'on a commencé en fait à la fin du confinement entre nos deux téléphones portables. C'est une façon de faire des collages à partir des messageries instantanées où on s'envoie des images et on y répond par une autre image qu'on enchasse dans celle que l'autre a envoyée. Et donc c'est un travail qui est assez exaltant parce qu'il est extrêmement rapide en fait et extrêmement prolifique, c'est très généreux et à l'inverse de certains travaux où on s'est amusé à pousser des contraintes de production très très loin. Dans les hirondelles par exemple, il y a des matrices parfois avec plusieurs milliers d'images qui ont toutes des orientations, des échelles et des retouches différentes. Ça donnait un travail très fastidieux et très obsessionnel. Là, à l'inverse, c'est un travail qui est extrêmement léger, qui est très joueur et qui est comme une sorte de voûte visuelle, mais donc qui ne se fait que dans l'instantané et sans retouche, sans filet. Donc, qui va vraiment à l'inverse, qui est très agréable et qui a aussi la vertu de pouvoir fabriquer des images extrêmement réelles jusqu'à des images extrêmement abstraites. Merci beaucoup Édouard, Bastien et Nathalie d'avoir accepté mon invitation. Rendez-vous début 2021 au Salon Approche pour découvrir le bleu du ciel. Ainsi se clôt ce mois de programmation spéciale Approche. J'espère que les auditrices et auditeurs y auront trouvé du plaisir et de l'intérêt. J'attends vos retours et vos commentaires. De nouvelles rencontres arrivent vite sur Perspective, alors avant de partir, abonnez-vous, aimez, partagez pour ne pas manquer les futurs épisodes et les faire découvrir à d'autres. Nous avons la chance de pouvoir terminer cet épisode en musique sur un extrait de Régis Campo, une pièce réalisée pour le bleu du ciel et qui s'harmonise à la perfection avec la photographie autour de l'allégorie de l'hirondelle. Bonne écoute.